AWEPA, c'est quoi? C'est l'Association des parlementaires européens partenaires de l'Afrique. On compte environ 1500 membres et il s'agit des parlementaires actifs et des parlementaires honoraires venant d'une vingtaine de pays européens. Qu'est-ce qu'on fait exactement? On est actif dans le domaine du renforcement des capacités parlementaires. C'est ça notre but. Et nous organisons des activités sous forme de séances d'infos destinées aux parlementaires et d'échanges d'expérience entre les parlementaires européens et les parlementaires africains. C'est ça un peu notre core business comme AWEPA. Nous sommes actifs dans plusieurs pays d'Afrique et nous le sommes en RDC en particulier, où nous avons un programme de renforcement des capacités de plusieurs assemblées législatives, dont les deux chambres du Parlement national naturellement, et aussi certaines assemblées provinciales, comme en Équateur, le Kasaï oriental, le Katanga, Kinshasa et le Nord Kivu. Le programme de l'AWEPA en RDC comporte aussi une dimension genre, c'est important, et qui vise surtout à graduellement parvenir à une vraie démocratie où les femmes travaillent ensemble avec les hommes dans le but d'arriver à la parité. Le rêve de tout le monde. Aussi en Belgique. Donc il y a des synergies naturellement avec le RFPAC. C'est quoi le RFPAC? C'est le réseau des femmes parlementaires de l'Afrique centrale, dont moi je suis la coordinatrice politique. Et ce réseau a été créé au sein de l'AWEPA en 2002, à la demande des femmes parlementaires de l'Afrique centrale, afin de les soutenir dans la lutte difficile qu'elles mènent dans leurs pays respectifs. Et il est représenté par 9 pays d'Afrique centrale. En RDC, qu'est-ce qu'on fait en RDC? Nous avons facilité des réunions de femmes avec comme résultat l'élaboration d'un plan d'action quinquennal pour remédier à la faible représentation des femmes au sein du Parlement national. Le résultat, on en parlera plus tard. Nous avons aussi soutenu le plaidoyer des femmes parlementaires qui ont sensibilisé le gouvernement congolais pour que cesse l'impunité des violences sexuelles et autres crimes commis à l'encontre des femmes, particulièrement dans l'Est de la RDC. Et en outre, nous avons élaboré aussi des stratégies de mobilisation des femmes en vue de leur participation massive aux opérations des scrutins du 28 novembre dernier. Quelle est la situation des femmes en RDC maintenant? Avant les élections du 28 novembre et à l'issue des élections générales de 2006, la femme congolaise était représentée au Parlement congolais, vous le savez très bien, que pour un taux approximatif de 8%, ce qui constituait un recul important, un recul de 30% par rapport à la situation sous la période de transition. Donc à ce moment-là, on avait déjà un recul. Quelle est la situation maintenant après les élections? Encore pire. Il est clair que la femme congolaise est sous-représentée dans les organes de prise de décision et qu'il est opportun d'y remédier. Au niveau sécuritaire, ça ne va pas mieux non plus. La situation des femmes demeure alarmante dans la mesure où elle reste la cible de groupes affreux qui emploient le viol encore aujourd'hui comme tactique de guerre. Quelle est la perspective? Il vient toutefois de se battre aux côtés de nos sœurs congolaises afin que les situations inacceptables qu'elles subissent prennent fin. Et l'AWEPA s'est mobilisée en ce sens. Sur le plan sécuritaire, on a récemment conclu un accord de coopération avec ONU Femmes pour renforcer le système de collecte de données sur la prévalence de la violence à l'égard des femmes et pour la sensibilisation de la mobilisation sociale pour avoir une législation nationale susceptible de punir toute forme de violence à l'égard des femmes. Sur le plan de la participation politique, à l'instar des mesures prises par d'autres États européens, Belgique, France, etc., et africains, Afrique du Sud, Rwanda, Sénégal, il nous semble opportun de promouvoir la parité via un cadre légal, vraiment un droit électoral, en imposant notamment des quotas
sur les listes électorales ainsi qu'en sensibiliser les responsables politiques à désigner des femmes compétentes naturellement. Quelles sont maintenant les pistes politiques pour une plus grande représentation des femmes? On a eu des réunions d'Aviva en vue de préparer les femmes aux dernières élections et on a constaté on a eu des réunions avec les femmes élues, avec des femmes non élues, avec les femmes de la société civile et on a fait une summary, synthèse des causes des taux décevants de la représentativité des femmes. Et on a distingué deux éléments. Quels sont les éléments importants qui posent la sous-représentativité des femmes? Un, l'absence des femmes sur le terrain politique suite des pensées sexistes. Donc on parle maintenant du poids des préjugés et d'autres stéréotypes hommes-femmes qui vivent surtout dans les alentours ruraux. Deuxièmement, et c'est un peu triste de le dire, mais il y a aussi parfois le manque de solidarité entre les femmes. Il faut en parler, je pense, c'est un peu la réalité, donc il faut travailler sur ce thème-là aussi. Troisièmement, le manque de préparation et de stratégie électorale. Quatrièmement, l'absence des femmes à la tête des partis politiques. Cinquièmement, la campagne menée souvent trop tardivement, et on vient d'en parler tout à l'heure, on est souvent trop tard. Sixièmement, le manque de candidats, des candidates sur des places visibles. Souvent, les partis politiques utilisent les femmes pour mobiliser les militants. Ça, on peut bien faire. On utilise vraiment les femmes pour faire ça. Mais dès qu'on parle de prendre des postes de responsabilité, on n'en a plus besoin des femmes. Ça c'est pas le cas. Septièmement, souvent les femmes ont peur et hésitent quand ils voient l'arsenal logistique d'autres candidats. Donc ils disent, bon, nous, comme femmes, on ne peut pas entrer en compétition avec les autres. Donc on a peu de confiance en soi-même. Huitièmement, le manque d'appui moral, technique et financier aux femmes candidates. Et quand on parle de soutien de l'Europe vis-à-vis de l'Afrique, sur ce point-là, je pense, l'appui technique et financier, là, on peut entrer dans le soutien des femmes africaines. Neuvièmement, la forte concentration des femmes candidates en ville. C'est surtout en ville qu'on les retrouve. Et dixièmement, la faible médiatisation des campagnes électorales et autres messages des candidates. Qu'est-ce qu'on va maintenant faire pour remédier à ces situations et parvenir à une vraie démocratie paritaire? Je pense qu'il y a trois pistes très importantes à suivre pour augmenter le nombre des femmes ici. Quelles sont ces trois pistes? D'abord, préparation. Deuxièmement, solidarité. Et troisièmement, mesures légales. D'abord, préparation. Les femmes qui sont élues sont des femmes qui se sont préparées à cette tâche par des formations politiques, par des engagements sociaux, dans les comités de quartier, dans les comités de parents dans les écoles, dans les ONG, dans les mouvements syndicalistes, les mouvements féminins, etc. Donc il faut donc commencer par constituer une banque de données de toutes les femmes leaders province par province, pour constituer un pool de candidates et susciter des candidatures féminines à tous les niveaux. Et il faut ensuite développer la confiance de la femme, en renforçant ses capacités politiques
et ses aptitudes communicatrices, en multipliant les rencontres des femmes, en les donnant des outils de préparation aux campagnes électorales, en partageant des expériences entre les femmes élues, les non élus, les candidats potentiels des provinces. Il est clair que les femmes ne doivent pas avoir peur de la politique et doivent participer aux prises de décision privées et publiques. Ils ont la capacité, ça c'est clair, mais il faut sensibiliser les femmes à une adhésion massive dans les partis politiques. Et il faut en parallèle organiser des campagnes de sensibilisation auprès des hommes politiques naturellement aussi. Ça, en ce qui concerne la préparation. En ce qui concerne la solidarité. Les femmes qui sont élues sont des femmes qui ne se distancient pas des électeurs, qui ne se sentent pas supérieures, mais solidaires avec toutes les femmes de leur région. Et pour ce faire, il faut diminuer le clivage entre l'électorat et les candidats. Les candidats ne doivent pas être ici et l'électorat en bas. Donc il faut être tous ensemble. La famille et l'entourage doivent soutenir les femmes engagées. Il faut développer une stratégie de lutte contre la pauvreté et le manque de moyens financiers des femmes. Élaborer une loi sur la limitation des dépenses de campagne électorale, c'est aussi quelque chose qui est très important. Donc pour éviter qu'on doit avoir des sous pour pouvoir participer aux élections. Ça, c'est vraiment la catastrophe. Donc il faut des lois et des codes électoraux, comme on a des bons exemples dans d'autres pays africains, quand on regarde le Rwanda, le Burundi, l'Afrique du Sud, le Mozambique, la Tanzanie, l'Ouganda, là où il y a des femmes dans les institutions politiques, ce sont des pays où on utilise des quotas. Donc, c'est seulement avec des lois électorales, avec des quotas, qu'on peut ajouter quelque chose. Rwanda, avec 56% de femmes au sein du Parlement, ça peut changer un climat politique aussi. Hein. Dès on a vraiment la parité, on parle autrement dans la politique. Et on prend d'autres priorités dans la politique. On prend des priorités qui sont vraiment importantes pour les gens dans la vie quotidienne. Donc on a vraiment un plaidoyer pour les quotas fixés par les partis et les quotas fixés par voie législative. Enfin, pour conclure, j'aimerais attirer l'attention sur le fait que d'être élu à une assemblée ou à une commune, ça signifie pas nécessairement l'obtention d'un grand pouvoir sur la prise de décision. Dans certains pays, les femmes députées sont mises à l'écart et n'ont peu de responsabilités décisionnelles. Et dans d'autres pays, les femmes ont capitalisé sur le poste obtenu grâce au quota. Elles ont contribué de manière importante à l'élaboration des politiques et influé sur la manière traditionnelle de concevoir des politiques. Comme je viens de dire, dès qu'on a vraiment un groupe de femmes importantes, on change la politique. C'est ça qui compte. Les femmes changent le visage de la politique et naturellement elles peuvent tous ensemble guider le visage. Merci beaucoup. Je pense qu'on va aussi passer la parole à la salle, parce que Madame le maire ne peut pas rester non plus très longtemps. Comme le pouvoir, c'est peut-être, ça fait partie, est-ce que c'est culturel, est-ce que c'est de la mentalité? Je ne crois pas. C'est que lorsqu'on, le mot pouvoir, au Congo, en Afrique, je ne sais pas, peut-être ici aussi, c'est être au-dessus, pouvoir sûr. On n'imagine pas qu'on peut exercer un pouvoir solidaire, c'est-à-dire pouvoir avec. Mais je crois que c'est tout un travail et que peut-être au sein de FIREFEC, nous pouvons, grâce à ce que vous venez de nous dire, nous pencher là-dessus pour vraiment faire comprendre qu'est-ce que le pouvoir en fait. Est-ce que c'est dominer et se mettre au-dessus? Est-ce que c'est être avec les autres? Et quel genre de pouvoir on doit exercer? Donc on doit d'abord avoir le pouvoir sur soi-même avant d'exercer le pouvoir sur les autres. Ouais. Par rapport
à la dynamique internationale d'AWEPA. Est-ce qu'il y a pour nous au Congo, parce que vraiment nous sommes, vous voyez bien, nous sommes dans des très grandes difficultés, mais nous avons l'espoir qu'effectivement nous allons pouvoir corriger ça, mais est-ce qu'il y a des pistes au niveau international que nous pouvons plus exploiter pour dire qu'on va créer ces réseaux dont vous avez parlé et dont Isabelle Durand a parlé aussi, pour qu'à la limite on puisse phagocyter, vous comprenez, on puisse phagocyter mieux la dynamique d'accès au pouvoir chez nous. Est-ce qu'il y a des pistes qu'on peut exploiter un peu plus au niveau international à votre niveau de AWEPA? ONU Femmes qui est important maintenant, donc je pense qu'il est tout à fait possible de demander à ONU Femmes d'avoir un soutien spécifique pour les élections locales et régionales en RDC. Vu le fait que le taux des femmes élues maintenant dans le Parlement, c'est la catastrophe. Donc, si ONU Femmes peut remédier un peu la chose au niveau régional et local, c'est maintenant qu'on doit agir. Donc je pense que sur ce plan-là, il faut solliciter le soutien de l'ONU Femmes et je pense aussi au niveau AWEPA, on veut absolument considérer aussi des possibilités et des moyens pour soutenir spécifiquement les femmes dans ce processus électoral. Il y a aussi ici Marie est là, Karine est là, donc je pense qu'il y a aussi des femmes qui peuvent avoir un plaidoyer auprès du Parlement belge aussi pour soutenir les femmes dans les élections qui vont venir. Donc je pense qu'il y a un tas de possibilités et si on peut rassembler toutes ces possibilités, on arrivera à quelque chose. Merci beaucoup. En tout cas, on note pour AWEPA. On ne va pas les lâcher non plus. Merci beaucoup. Mais on applaudit. La maman oye. La maman oye. Il le fait que oye. Il le fait que oye. Ah. Félicitations d'organiser quand même cette journée parce que c'est très important de soutenir les femmes. Alors la place des femmes, évidemment, elles sont, on l'a déjà dit plusieurs fois, c'est important parce qu'elles apportent le concret dans la réalité, dans la sécurité. Alors j'ai entendu plusieurs discussions ici par rapport à l'enjeu au Congo. Et j'ai entendu des témoignages à une autre assemblée que FEREFEC avait fait sur la difficulté sur le terrain de mener campagne des femmes sur le Congo. Alors on dit oui, mais qu'est-ce que vous pouvez apporter? Alors première remarque, il y a quelqu'un qui a témoigné ici et je voudrais ressouligner ça. On n'a pas de ce point de vue-là beaucoup à apprendre aux femmes congolaises. Je veux dire que quand j'ai entendu le témoignage des femmes congolaises sur le terrain, ce qu'elles devaient remuer comme compétence, comme courage par rapport aux distances, c'est quand même pas la même chose. La petite Belgique, quand on doit, ou la petite commune sur laquelle on se présente maintenant, ou la région par rapport aux étendues qu'une candidate congolaise doit faire au Congo. Donc il y a deux réalités complètement, pour moi, différentes. Alors ce qui est important pour les élections locales, c'est évidemment la proximité. Alors, la proximité, c'est important, l'échange avec les personnes sur le terrain. Et ça, effectivement, la femme congolaise peut y arriver, mais avec des difficultés supplémentaires à nous, où tout est petit, en Belgique. Alors, quand j'ai entendu tous ces témoignages la dernière fois, je pense qu'on n'en sortira pas si on n'obtient pas, d'abord au niveau politique, ne serait-ce que des quotas. Il m'a semblé que les femmes congolaises étaient un petit peu isolées, et dans les moyens qu'elles avaient, et dans le soutien qu'elles avaient du politique. Alors, je pense qu'il y a moyen d'obtenir qu'il y ait des quotas qui soient donnés aux femmes congolaises pour arriver, on ne dit pas qu'il faut arriver à 50%, puisque nous on n'y arrive pas encore, donc franchement,
mais passer un peu plus loin que des 8%. Essayer d'augmenter ce quota et qu'il y ait aussi des moyens qui soient donnés un petit peu par candidat. Tous les candidats pourraient recevoir un tout petit peu de moyens. Ça aiderait beaucoup les femmes congolaises qui se présentent pour la première fois. Alors quand on dit soutenir, qu'est-ce que nous on peut faire par rapport à soutenir? La réalité de ce qui se passe au Congo, évidemment, alors là je suis beaucoup plus pour l'échange, c'est en échangeant qu'on pourra voir quelle synergie on peut mettre en commun, mais ici, les femmes de la diaspora, avec ceux qui sont engagés déjà politiquement, les femmes européennes, quoi, on peut aider à certaines formations bien concrètes, qui est par exemple la prise, la confiance en soi, la prise de parole, quelle stratégie, des moyens, mais ça sera plus un échange pour ce qui est de concrètement sur le pays, vu que les réalités sont complètement différentes. Là, on peut vraiment aider, c'est concernant la prise de confiance en soi, la prise de parole, les points importants. Alors, aussi, je voulais reprendre une idée que Mme Durand a soulignée et qu'une question était venue en disant rendre des comptes. Moi, ça me semble important, effectivement, c'est ce qu'on appelle ici de dresser un mémorandum. C'est que les femmes ont comme revendication, on l'adresse aux différents partis politiques en disant voilà, nous ce qu'on demande, voilà les points d'énumération. Et on demande la prise de position des partis face à ces idées-là. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour soutenir davantage les femmes? Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour le domaine agricole, pour ceci, pour ceci? Et selon la réponse des partis, on voit pour quel parti on veut voter, mais après, on a une lettre qui les engage en disant, voilà, ils se sont engagés à ça. Ceci dit, je veux quand même être nuancée en disant les partis politiques ne font pas nécessairement de miracle. Il faut qu'il y ait un progrès, mais on ne va pas demander le plein emploi, qu'il y ait 100% de femmes représentées. Donc voilà, il faut rester réaliste. Les politiques ne sont toujours que des élus et des représentants du peuple. Et donc voilà, il faut partir de la réalité de terrain. Mais moi, je trouve que le mémorandum adressé à chaque parti politique en disant voilà, qu'est-ce que vous êtes prêts à faire pour les femmes? Concrètement, ça, 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 et on voit les résultats. Il me semble que ça pourrait être tout à fait bénéfique parce qu'on demandait mais quel est comment on dit pour la question posée, c'était oui, rendre des comptes. Rendre des comptes, pour moi c'est très clair, c'est chaque fois les élections suivantes. Aux élections suivantes, vous rendez des comptes et quelque part vous avez votre bulletin. Est-ce que oui ou non, l'électeur était content de vous ou pas? Et donc, il y a une espèce de bilan qui est fait là et un espèce de bulletin qui est fourni à l'homme politique. Et en général, on est toujours amené à défendre son programme, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait. Donc en général, je trouve que l'homme ou la femme politique est amené assez rapidement à rendre des comptes. Au contraire, je trouve, c'est la difficulté provient plus que les gens attendent de vous des miracles que, malgré toute votre bonne volonté, vous n'êtes pas toujours capable de faire. Donc voilà, en gros, c'est vraiment ça. Je pense que sur le terrain, ici, c'est plutôt la stratégie de travailler avec la diaspora, la confiance en soi, la prise de parole. Au niveau politique, obtenir sur place là-bas, vous soutenir pour obtenir des quotas et qu'il y ait un minimum de moyens par candidat. Et sinon, l'échange, quoi. Voilà. Merci beaucoup. C'est un témoignage spontané, non préparé. Donc, on va juste se rappeler, avant d'entrer dans les résultats, ce qui s'est passé avant. C'est quand même important de savoir ce qui s'est passé. Donc, après l'indépendance, les premières élections après l'indépendance, donc les résultats, on peut estimer qu'il n'y avait aucune femme, d'autant plus que la loi, c'était seulement les hommes qui pouvaient voter. Donc, on passe directement à ça, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas une de femme. Et puis, on passe à la période du président Mobutu, où il y a eu quand même des élections. Mais c'était dans une période de dictature, on ne sait pas si ce sont des élections libres et démocratiques. En tout cas, il y a eu des élections des parlementaires et on a des résultats qui sont là. Il y a eu quand même 2% des femmes en 1970 et à 75, 11% des femmes. Donc il y a eu quand même des élections, on voit, on est toujours dans les 2% et dans les 11% des résultats pour les femmes.
là, on arrive à la période de transition qui était suite aux troubles, suite aux guerres. Il y a eu des négociations au niveau international avec un appui de la communauté vraiment internationale pour soutenir le Congo. Après les négociations, on a décidé de former quand même un gouvernement de transition avec une présidence aussi, là où on a la particularité du Congo, on a un président avec 4 vice-présidents. Évidemment, dans les 4, au sommet, il n'y avait aucune femme. Les 4 vice-présidents, 2 hommes, et les présidents, un homme. Et les parlements, ce n'est pas un parlement élu, mais qui a été nommé parce que c'était suite aux négociations. On voit aussi là, on n'a que 10% des femmes. Donc 300 hommes, 270 hommes avec 30 femmes. Donc on est toujours dans les 10%, même quand on négocie, c'était toujours difficile de mettre les hommes avant. Alors maintenant on arrive après la transition qui a duré, je n'insiste pas pour l'histoire du Congo, on regarde strictement tout ce qui concerne les femmes. Et c'était la période des élections démocratiques. Les premières élections au Congo, tout le monde était mobilisé pour aller aider les Congos. Et en Belgique aussi, on n'est pas resté derrière tout ça, il y a eu de fortes mobilisations. Et l'initiative de solidarité envers le Congo. Il y a d'abord la mission de Mme Arena qui est avec nous ici, qui a conduit une mission à Kinshasa pour aller mobiliser les femmes, toujours les femmes congolaises, pour qu'elles aillent à Et puis il y a eu aussi vraiment un soutien, des missions, des soutiens des candidates par les femmes parlementaires. Parmi ces femmes-là, on a 2 qui sont ici. Il y a Mme Karine Lavieux qui est avec nous, Mme Isabelle Dura qui est allée même jusqu'à Kisangani pour aller former la femme. Je crois que si on a bien suivi, elle a parlé de ça. Il y a aussi Céline Frémaux qui est restée à Kinshasa. Karine Lavieux est partie à Lubumbashi. Donc vraiment, les femmes étaient vraiment mobilisées. Au départ, c'était toutes les provinces, mais à la fin, la Belgique, compliquée, ceci. Donc il n'y a que 3 qui sont partis. Mais en tout cas, l'initiative était là, il fallait vraiment aller soutenir les femmes. Et puis il y a eu aussi une mission des femmes vraiment congolaises de la diaspora avec Mandaïla, qui est partie, elle, avec une grosse délégation qui sont allées dans toutes les provinces, les 11 provinces, pour aussi même mission, c'est-à-dire soutenir les femmes, aider à les préparer, faire le maximum pour qu'elles se présentent comme candidates et comme électrices. Donc vous voyez que la Belgique, en 2006, n'est pas restée derrière, elle a fait une forte mobilisation. Mais malheureusement, cette mobilisation s'est restée pour 2011, en tout cas, la personne n'est revenue sur le Congo. On a parlé des élections, c'est comme si on n'en parlait pas. En Belgique, on en parlait, mais il n'y a pas eu de mobilisation. Et pourtant, on avait souligné qu'il fallait continuer, mais bref, on n'a pas eu le même mouvement, le même engouement pour aller soutenir les femmes en 2006. Et maintenant, on voit les résultats des enrôlés, juste pour montrer le pourcentage des femmes. Ce n'est pas vraiment pour aller dans les détails. En 2006, on a 52% des femmes parmi les électeurs. Et en 2011, malheureusement, vous voyez, les femmes commencent à se décourager. Là, il y a eu moins d'enrôlés. Pas seulement des découragements, mais il y a eu aussi des difficultés pour enrôler les femmes. Il y a eu beaucoup de problèmes avec la CENI, qui est l'organe qui organise les élections, qui n'a pas pu faire des choses comme il faut, ce qui fait que les femmes qui sont souvent les plus touchées quand il y a des difficultés parce qu'elles doivent baiser les enfants, à l'insécurité à l'Est, beaucoup de choses, on a des résultats que les femmes se sont enrôlées moins. Donc ça c'est pour montrer déjà que les femmes sont nombreuses à 2006, plus que les hommes. 2011, légèrement moins que les hommes. Mais ce n'est pas parce qu'elles sont moins nombreuses, mais c'est peut-être plus qu'il y a eu trop de difficultés. Alors, maintenant, on regarde les résultats de 2006. Au niveau de la candidature, on va remarquer pour la présidence, il y avait quand même des femmes, 4 femmes, un pourcentage 12% des femmes, comme candidates en 2006. Et au Parlement aussi, on a quand même 13% des femmes qui sont candidates, mais c'est toujours très inférieur, 13%. Alors, directement, on voit les résultats. Pour la présidence, évidemment, il n'y a pas une femme qui a été élue, hein. Tout le monde est au courant. Et au niveau du Parlement, il y a Mme Awepa qui nous avait déjà parlé. On a 8% des femmes qui ont été élues, qui est vraiment très peu pour nous. Voilà. On arrive maintenant au niveau provincial toujours, par rapport j'ai mis provincial et Sénat en même temps parce que les sénateurs sont élus par les députés provinciaux. Donc, c'est un peu lié ensemble. Si on a moins de femmes déjà députées provinciales, c'est sûr qu'il n'y aura pas des hommes qui vont voter des femmes sénatrices. Ça, vraiment, il faut s'y attendre. Donc, au niveau du Sénat, on a 9% des femmes
en 2006 et 8,63% pour les femmes au niveau du Parlement provincial. Et ça, c'est inquiétant parce que c'est le pouvoir qui descend et en même temps, on voit qu'il y a peu de femmes qui sont élues au niveau local. C'est ça pour attirer l'attention. Peut-être qu'au niveau local, on aura peut-être moins de femmes, parce que si les pourcentages commencent à descendre, ça va peut-être être difficile. Alors ça, c'est au niveau des résultats qu'on voit. Là, ça, c'est la candidature, les pourcentages, c'est au niveau de la candidature, et les résultats qui ressemblent un peu à la candidature aussi. Les Sénats, vous voyez, maintenant, c'est 4% de femmes qu'on a. Et au niveau provincial, on a 6% de femmes qui sont élues. Donc, ça reste toujours vraiment un problème. Alors, au niveau de FIREFEC, nous travaillons souvent, comme FIREFEC, c'est un forum interrégional des femmes congolaises. C'était quand même intéressant de vous montrer un tableau avec les résultats au niveau des provinces. Parce que ça joue aussi au niveau des provinces différemment. Donc, vous voyez déjà en jaune, il y a une province qui s'appelle Maniema. Ça fait 2 fois qu'on fait les élections, il n'y a aucune femme qui est élue. Donc, c'est une province qui, vraiment, pour nous, ça tient au cœur parce qu'elle a vraiment des problèmes. Allez, au niveau de Bas-Congo, en 2006, on avait quand même 2 femmes députées. Mais ici, en 2011, aucune femme députée au Bas-Congo. Donc, il y a 2 provinces déjà au Congo qui n'ont pas de députés au niveau national femmes. Mais il y a quand même des provinces aussi qui sont bien distinguées. Il y a les provinces de l'Équateur qui n'avaient que 3 femmes. Maintenant, elle est avec 8 femmes députées qui ont été élues. Donc, c'est une province qui a vraiment bien travaillé aussi, je peux dire. Elle est à 12% des femmes avec 5 de plus par rapport à 2006. Et Kinshasa, on regarde aussi province orientale, qui est passée de 5 députés à 9. Donc, quand même, il y a eu de progrès au niveau des provinces à certains endroits. Kinshasa, qui est la capitale, qui bénéficie vraiment de toute la sensibilisation internationale, formation et tout. En 2010, en 2006, Kinshasa s'est vraiment distingué avec 17% des femmes qui ont été élues à Kinshasa. Malheureusement, maintenant en 2011, catastrophe totale pour Kinshasa, ils sont à 7%. Donc, il y a vraiment des analyses à faire. Qu'est-ce qui s'est passé avec les femmes à Kinshasa? Pourquoi il y a eu vraiment cette chute-là des femmes élues à Kinshasa? C'est vraiment un problème. Au niveau des autres provinces, on est resté dans le même scénario. C'est toujours plus 1 ou bien moins 1. Mais en tout cas, au moins, dans toutes les provinces, ils sont restés pareils. Mais à part vraiment Maniema, qui est pour nous très important, comme on est FIREFEC, de vraiment se focaliser pour cette province pour que puisse avoir vu qu'une députée un jour. Donc, l'intérêt de travailler aussi au niveau des provinces parce que les réalités ne sont pas les mêmes dans tous les Congos. Voilà. Les obstacles, on en a déjà parlé. Mais moi, je vais aussi un peu parler des obstacles en disant d'une façon vraiment concrète qu'est-ce que j'ai vécu en tant que candidate et qu'est-ce que concrètement, qu'est-ce que ça fait? Les pesanteurs socio-culturelles, ça je crois, discrimination, il ne faut pas en parler trop parce que tout le monde le sait. Je crois même ici, la discrimination est là. Il ne faut pas... Sauf que là-bas, c'est vraiment favorisé encore avec des coutumes, avec les femmes qui n'ont pas beaucoup étudié, avec beaucoup de choses. Donc la discrimination qui est ici peut-être au niveau 5, là ça va être au niveau 8. Donc ça va peser énormément sur les élections. Manque de solidarité entre les femmes, ça c'est vraiment très très important. Parce que, bien que les femmes soient nombreuses, on peut dire qu'il n'y a pas d'argent pour les femmes, mais les femmes pouvaient quand même voter, les femmes, un tout petit peu quand même. Mais quand on regarde les résultats, moi je peux dire les résultats, par exemple, de ma circonscription, là où j'étais candidate, si on totalise les voix de toutes les femmes qu'on était candidates, on était une vingtaine, on n'arrive même pas aux voix dans les premiers hommes qui étaient élus. Donc, même si les femmes ont voté, on peut dire qu'il y a des tribalismes, il y a des favoritismes. Si on met les voix des femmes ensemble, on n'arrive pas à avoir les voix suffisamment pour faire passer une candidate. Donc, au niveau de la solidarité, il y a encore un problème à travailler par rapport aux femmes. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Essayer de travailler, trouver des leaderships, trouver des solutions. Vraiment, beaucoup de candidates, c'est aussi un problème. Les femmes n'arrivent pas à se mettre ensemble pour dire on est en danger, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse avoir 2 ou 3 candidates, parce que
la loi est là, les hommes sont là, mais arrivons à faire quelque chose, mais ça ne marche pas cette solidarité. Je crois qu'il y a des choses qu'il faut faire par rapport aux associations. Nous, FIREFEC, c'est là où il faut jouer. Donc il faut jouer, là on a la capacité de faire quelque chose. Bon, on va arriver au niveau des logistiques et financières. Ça, Madame maintenant l'autre là de FDF. Elle avait participé à notre atelier qu'on avait Béatrice. Elle a participé à notre atelier. J'ai expliqué un peu qu'est-ce que c'est la logistique. C'est vrai, quand on dit logistique, les gens croient, bon, peut-être il faut faire un effort. Mais c'est vraiment des problèmes très sérieux. On est dans un pays où souvent, la plupart des temps, il n'y a pas de courant. Donc quand vous devez vous présenter vos candidatures, vous avez besoin des papiers, des photos. Dans un pays, il n'y a pas de courant, vous allez multiplier les photos où? Peut-être que le courant va arriver, quand ça va sortir des photos, on ne vous reconnaît même plus tellement que c'est mal fait. Donc, des réalités comme ça, quand on en parle, on dit, ah, peut-être que c'est... Donc, les finances, quand on parle des finances, même ces photos-là, il faut les payer. Bon, dire une candidate s'est préparée, c'est vrai, elle va se préparer. Mais quand il faut traverser toute la Wallonie pour aller faire la campagne, ça devient quand même cher, même si on se prépare. Donc, il n'y a pas de route. Il faut aller prendre de transport, louer parfois des véhicules parce qu'il n'y a pas de transport en commun, donc il n'y a pas de train, donc c'est faire des transports en vélo, des choses tellement compliquées qu'il y a beaucoup de candidats qui se disent, bon, j'ai donné mon nom, maintenant je crois que je vais arrêter de continuer la campagne. Parce que nous, on a fait la campagne, on avait vu, il y avait plusieurs femmes qui étaient candidates, mais à la fin, quand on regardait les photos, la sensibilisation, il n'y a que 5 ou 6 qui arrivaient jusqu'au bout. Tellement qu'elles étaient épuisées, sans moyens, et vraiment des difficultés énormes. Mais il y a aussi un grand problème que j'ai mis quand même à une couleur particulière, c'est analphabétisme. Ça, c'est vraiment le gros problème des élections au Congo, en général, mais par rapport aux femmes. Parce que toute la loi, la façon dont on fait les choses, il faut un peu lire. Pour déposer la candidature, on va dire au niveau législatif, quand même, elle doit avoir les niveaux, maintenant c'est exigé même, mais par rapport aux électrices, on va présenter des bulletins et c'est pas vraiment adapté. Donc ça fait vraiment un grand problème parce qu'elles ne savent pas lire. Et quand on ne sait pas lire, elle arrive dans le bureau, elle a même envie de voter une femme. Elle regarde, au lieu de dire que je n'arrive pas à lire, elle coche n'importe où pour quitter la salle. Finalement, je perds mon temps pour rien. Donc vraiment c'est un problème sur lequel nous insistons aussi pour dire, s'il y a des choses à faire, il faut commencer par ce point-là. Par rapport aux femmes. L'analphabétisme. Tant qu'il y aura un temps comme ça, vraiment on aura des problèmes pour faire élire les femmes. Et puis tout ce qu'il y a des violences avec les femmes, bon, ça c'est en général, mais c'est aussi des problèmes qu'il faut tenir compte pendant les élections. Voilà. Alors là, vraiment, c'est les sujets, c'était sur les élections locales et à venir. Vous avez vraiment un aperçu de calendrier. Pour les élections provinciales, déjà, c'est février, en 2013. Et juin, on a les sénateurs et tout. Et les élections des conseils municipaux, c'est vers 2013. Donc, jusqu'à 2014, on est dans les élections. Donc, s'il faut soutenir, c'est vraiment le moment de commencer à préparer les choses. Les calendriers provisoires, il est là. Peut-être qu'il va les modifier, mais au moins, ça donne une idée des choses qu'il est temps peut-être de commencer à réfléchir sérieusement sur les élections locales parce que les choses sont en train d'arriver, les calendriers là. Ça, c'est vraiment un titre informatif pour dire il est temps vraiment de commencer à aller plus loin. En conclusion, je vais dire ceci. Pour les femmes au Congo, on est toujours en dessous des 10%. On n'arrive pas à aller plus loin. Donc, ce que nous voulons aujourd'hui avec cette journée, des propositions concrètes dans des ateliers qui seront faits pour vous dire comment est-ce qu'on peut faire pour dépasser ces 10%. Il y a des pistes qui ont déjà été données par des personnes qui sont passées dedans. Les femmes sont majoritaires, ça c'est admis, elles sont plus nombreuses que les hommes, plus motivées, plus travailleurs, mais elles sont toujours derrière. Que faire de cette majorité? C'est une majorité qui est là, mais quand il faut gouverner, elle devient minoritaire parce qu'elle est absente. Ça c'est vraiment en conclusion. Merci vraiment de votre attention.